Nous sommes le samedi 17 septembre 2022. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en 7. Dans cette émission, nous revenons sur les principaux sujets qui nous ont marqués dans le flot de l'actualité de la semaine. Et pour ce nouveau numéro, on va aller du côté de la Guinée. On le sait, la transition politique à court dans ce pays. Le médiateur, l'ancien président béninois, le docteur Thomas Boni Yayi, a pris langue avec les acteurs politique, la question de savoir si un compromis politique est encore possible dans le pays. Nous parlerons ensuite des relations tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire des 49 ou 46 militaires. La Côte d'Ivoire hausse le ton et veut saisir la CEDEAO, Bamako, mais en garde. Et puis on reviendra pour la deuxième partie parler du Togo, le gouvernement qui a annoncé une batterie de mesures pour, dit-on, lutter contre la vie chère. Et pour évoquer ces sujets, trois invités avec moi sur le plateau. Yao Ekolo Nukunu, il est le président de Ton de la jeunesse patriotique. Monsieur Nukunu, bonsoir. Bonjour Monsieur Samuel et bonjour à tous vos collaborateurs ainsi qu'à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et félicitations à New World pour cette fête retenue pour ce qui concerne les prochaines Coupes du Monde qui s'annoncent. Félicitations à la chaîne New World. Merci beaucoup. Et justement, il faut le rappeler, la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 est à vivre en entièreté sur les chaînes New World Sport. Zana Sadio Hetou, analyste sociopolitique, est également sur le plateau. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Et un troisième invité, il est d'origine guinéenne, président du Rassemblement pour la République RPR, Diabati Doré. Bonsoir Monsieur Doré. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir aussi à mes frères que je vais partager tout à l'heure ce plateau pour parler de l'Afrique. Et je voudrais aussi saluer vos nombreux auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci à vous également d'être notre invité. À travers vous, nous saluons donc tout le peuple guinéen où New World Télévision est suivi. Et c'est justement la Guinée qui est notre premier sujet. Je le disais, le colonel Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est le président de la transition. Il y a une transition en cours au niveau de la Guinée, transition militaire, mais on le sait, la CEDEAO est à la manœuvre pour ramener les acteurs politiques guinéens au retour à un ordre constitutionnel. Les discussions sont placées sous l'égide de l'ancien président béninois, le docteur Thomas Boni Yayi, qui a déjà pris langue avec un certain nombre d'acteurs politiques guinéens. Comment vont les discussions? Un compromis politique est-il encore possible à ce stade? Nous allons donc poser toutes ces questions à notre invité, Diabati Doré. D'abord, j'ai envie de savoir, Monsieur Doré, comment se présente de façon globale la situation sociopolitique au niveau de la Guinée? Écoutez, la Guinée, c'est vrai que ça fait un an que nous sommes dans une transition. Globalement, cette transition n'a ni de visibilité ni de lisibilité. Parce que nous avons l'impression, en tant qu'acteurs politiques, que les militaires qui ont fait le coup d'État, comme ils aiment le dire souvent, qu'ils sont partis à la mort. C'est comme dire que oui, ils ont pris la Guinée comme une propriété privée, donc ils refusent d'associer tout le monde. Et vous avez vu, vous avez parlé tout à l'heure du médiateur Thomas Boni Yayi. Pour la première fois qu'il est venu, les autorités ont refusé qu'il rencontre la classe politique. C'est pour cela qu'on a intensifié les manifestations pour dire non. Si on parle de paix, c'est qu'il faut être à deux. Si on parle de guerre, c'est qu'on est à deux. Donc on ne peut pas venir en tant que médiateur rencontrer une partie et laisser la classe politique et sociale. Et pour nous, vraiment, ça n'a pas de sens encore en termes. C'est pour cette raison qu'il est venu. Mais en un mot, en général, parce qu'on va venir en détail par rapport à l'arrivée de Thomas Boni Yayi. Mais quand même, je dirais, dans la globalité qu'aujourd'hui, la situation guinéenne est très, très inquiétante par rapport à ce comportement et surtout les militaires, ce qu'ils font aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que comme ils sont partis à la mort, et j'aime le dire souvent que vous avez trouvé déjà que nous, les acteurs sociopolitiques, nous avons déjà quitté. Parce que c'est nous qui avons combattu M. Alpha Condé pour son 3e mandat et la modification de la Constitution. Et donc, il y a eu des morts à l'époque du FNDC que nous avons créé un mouvement qu'on appelait FNDC. Et donc, jusqu'à présent, ça existe. Et donc, n'eût été
vraiment, c'est-à-dire la bravoure du peuple guinéen, et n'eût été aujourd'hui que nous, les classes politiques, nous avons toujours continué à se battre, malgré, franchement, l'endettement de M. Alpha Condé pour s'octroyer un 3e mandat, alors qu'il n'a pas gagné. Et donc, nous avons toujours continué à se battre, à lutter. Et voilà le résultat qui était là le 5 septembre, que le colonel Mamadi Doumbouya et ses amis sont venus le renverser. Et pour nous, ils doivent vraiment faire face à l'actualité actuelle, à la situation actuelle. Et pour vous dire que la transition, déjà, est une crise. Comme ils aiment le dire souvent qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Non, la transition elle-même est une crise. Et pour la réussite d'une transition, il faut le consensus. Et sans le consensus, on va traîner, mais ça encore revenir à la même chose. Et regarde aujourd'hui, quand il a fait son premier discours, quand il a pris le pouvoir, il a rassuré les Guinéens. Oui. Il a parlé du rassemblement. Et il a dit que vraiment que la justice sera sa boussole. Oui. Il a rassuré même le temps de la jeunesse patriote. Bien sûr, il a rassuré tout le monde qui a félicité, d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu demandes les Guinéens, les 99 ou 99% vont te dire que vraiment ils sont très déçus. Parce que les discours n'ont pas réfléchi la réalité du terrain. Et aujourd'hui, il a train de reproduire systématiquement les mêmes erreurs du passé, alors qu'il a dit que non, qu'ils vont se servir les erreurs du passé pour faire du bien. Voilà encore la situation qui prévoit en Guinée. En tout cas, nous demandons à tous les peuples africains de nous accompagner, mais aussi de prier pour notre pays, parce que la situation est inquiétante. Alors, avant de laisser les autres invités réagir sur le sujet, vous l'avez dit, et vous avez parlé du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, effectivement, qui a, on se rappelle, lancé des mouvements qui ont été suspendus après, avant que l'appel ne soit relancé. Est-ce qu'aujourd'hui, de la lecture du FNDC, c'est la transition, la trajectoire que prend la transition qui est le problème, ou c'est la gouvernance qu'impose le colonel Mamadi Doumbouya qui est critiquée? Non, en fait, c'est la trajectoire. Personne ne critique aujourd'hui la gouvernance de Doumbouya. Au fait qu'il a essayé de mettre en place comment on appelle, une institution judiciaire qu'on appelle aujourd'hui la CRIEF, qui est là à traquer, c'est-à-dire ceux qui ont bradé l'économie guinéenne. C'est tout à fait normal. Quand tu as la chance vraiment d'avoir un poste de responsabilité et que tu viens te justifier, je crois que l'argent du peuple ne doit pas être à la portée d'une seule personne. Personne ne contre ça. Mais aujourd'hui, dans la charte de la transition, dans son article 77, qui dit que la durée de la transition sera déterminée en commun accord avec les forces vives. Non seulement il a violé ça, mais aujourd'hui, quand tu prends l'article 34, alinéa 8, et que l'article 34, 38 et alinéa 2, qui dit quoi? Que la manifestation est consacrée. Et quand tu prenais la Constitution de 2010, dans son article 10 aussi, la manifestation était consacrée. Mais aujourd'hui, après avoir nous imposé la charte de la transition et la date pour 3 ans, et on sort encore un autre communiqué pour dire que toute manifestation est interdite. Mais c'est là-bas où nous sommes dit, mais écoutez, mais attends, les gens là nous prennent pour qui? Oh, vous ne pouvez pas nous imposer non seulement la charte, la durée, et puis vous nous interdisez encore qu'il y ait un droit, malgré que nous ne sommes pas dans une situation légale, mais c'est un droit, parce que la charte consacre déjà les manifestations. Mais tout ça là, on peut dire que oui, ils ont un agenda cassé. Parce qu'on ne peut pas imposer, on ne peut pas refuser d'associer. Où vous avez vu dans ce monde-là, on fait une transition, simplement les militaires et puis le gouvernement, et qu'on laisse la classe politique et la société civile. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas aller aux élections, ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Et donc, pour cette raison, le FNDC a dit que non, la lutte encore que nous avons commencé depuis 2019 pour s'opposer au 3e mandat et à la nouvelle constitution, et je crois que c'est la même chose qu'il faut le faire. Mais est-ce que le FNDC n'est pas devenu maintenant illégal du moment où il a été dissous par le colonel Doumbouya? Bon, laisse-moi rire un peu parce que je ne vois pas dans ce monde-là où vous avez entendu qu'un mouvement, le mouvement est circonstanciel. Si Alpha Condé ne s'octroyait pas un 3e mandat, on n'allait pas parler aujourd'hui du FNDC. Mais un mouvement n'a pas besoin, il n'y a pas un lien juridique entre le mouvement et l'administration. Je ne vois pas, regarde aujourd'hui en France, le gilet jaune,
malgré qu'ils ont sécué le pouvoir de Macron, est-ce que le Macron ou le gouvernement français a pris un arrêté ou un décret pour dire que c'est dissoudre? Je me rappelle encore de 2012, du Sénégal. Il y en a marre. Hein? Ils ont tout fait pour que Wade parte. Mais est-ce que Wade, qui était dans la légalité, a pris un décret? Au-delà de tout ça, M. Alpha Condé, qui a vu naître le FNDC, il pouvait prendre, parce qu'il était le président illégitime à l'époque, il pouvait prendre un arrêté. Mais parce que, juridiquement, on ne peut pas dissoudre un mouvement. Donc pour moi, c'est un nul et non affaire. Et le FNDC a toujours continué parce que c'est devenu un état d'esprit. Et si tu peux vraiment contester l'ADN de quelqu'un, peut-être tu peux contester l'état d'esprit. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Est-ce que, quand vous écoutez, ça c'est un acteur politique guinéen qui présente la situation en Guinée, on suit également de très près cette situation, puisqu'on en débat régulièrement ici. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes déçu de l'évolution des événements au niveau de la Guinée? Monsieur Samuel, vous savez, au-delà de la déception, c'est plutôt des interrogations qui me reviennent. À savoir, est-ce que en réalité, nous les Africains, nous saisissons le plein sens de l'esprit républicain? Est-ce que nous saisissons le plein sens du concept de patrie? Est-ce que nous saisissons le plein sens de ce qu'est une nation? Est-ce que nous comprenons tout ça? Et maintenant, est-ce que nous saisissons le plein sens de la démocratie? Alors, vous voyez, c'est vrai, comme il a dit, tout ça là, ce sont les conséquences des incohérences de M. Alpha Condé, un acteur politique de l'opposition qui, dans cette Afrique où on s'émeut pour que la limitation des mandats soit une réalité, et en tant qu'acteur politique de l'opposition, vous prétendez défendre des valeurs, critiquer l'autre, etc. Et vous venez, c'est du rocambolesque qu'on note à votre endroit. Alors maintenant, la CEDEAO également doit freiner ces inconséquences, ces errances. Parce que on ne peut pas dire que les coups d'État sont illégaux. On ne peut pas dire que les coups d'État sont anticonstitutionnels et que ce n'est pas normal. Mais ça l'est. Et au même moment, parler de transition et calendrier, non, c'est de l'incohérence. C'est en cela, moi, toujours ici, j'ai dit, ici sur ce plateau, que il faut que la CEDEAO et même l'Union africaine constituent une force. Lorsque dans un pays, il s'opère un coup d'État, il faut que cette force-là intervienne pour dégager les acteurs-là. Parce que pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons présenter des images pareilles? Et au même moment, les tripatouillages constitutionnels et des présidents, quand on en vient à un moment, on brandit la souveraineté, mais quand ça vient le moment où il faut profiter, etc., on reconnaît faire partie de regroupements, etc. Non, vous savez, tout ça, ça relève, ça reflète nos incohérences, nos inconstances. Et ma foi, je crois que ceci doit sérieusement nous interpeller. C'est vraiment dommage parce que, vous savez, lorsque M. Alpha Condé a été renversé par la junte, nous avons apprécié parce que on estimait que, bon, à quelque part, ça venait corriger quelque chose. Bon, maintenant, on a semblé faire confiance à cette junte-là, même si les coups d'État ne sont pas de nature légale. Bon, maintenant, on a cru que, ok, il venait pour rétablir l'ordre constitutionnel, faire ce qu'il faut dans l'intérêt de la Guinée, dans l'intérêt du peuple guinéen, mais malheureusement, selon moi, je pense que ces mesures que la jeune prend, de dire qu'il traque des gens, etc., est-ce qu'en réalité, ils ont cette légalité-là? Est-ce qu'en réalité, on dit, d'abord même, vous êtes arrivé au pouvoir de façon illégale. Et il était question de faire une transition. Et cette transition doit d'abord être conduite par un gouvernement d'union où la classe politique, la société civile, etc. devaient se retrouver, se mettre ensemble pour définir de nouvelles orientations, etc.
Mais malheureusement, c'est autre chose que l'on constate, etc. Et ma foi, je crois que c'est dommage, ça ne nous Zanan Sadio, j'en viens à vous dans un instant, mais je veux interroger Diabati Doré sur un point qu'a soulevé Yahweh Klonukunu. Il a parlé de la CEDEAO, et on sait que la médiation conduite par le docteur Thomas Boni, c'est sous les auspices de la CEDEAO. Mais j'ai envie de vous dire, de façon générale, vous, de l'opposition, de la société civile guinéenne, quel regard vous avez sur le rôle de la CEDEAO dans la crise guinéenne? Écoutez, la CEDEAO aujourd'hui, je crois que quand tu prends le peuple africain, la majorité est très déçue de cette institution. Mon frère vient de parler pratiquement de la mise en place d'une force d'attente par rapport à les agissements des militaires à la tête de nos États. Je voudrais dire aujourd'hui que oui, si ce qui est arrivé à la Guinée est arrivé, la CEDEAO aussi a une part de responsabilité. Parce qu'à l'époque, je pense bien, la CEDEAO devait être franc avec M. Alpha Condé, devait être véridique avec M. Alpha Condé pour dire, écoutez, vous avez été étudiant en France, vous vous êtes battu avec le président Youssoufou et pour la démocratisation de l'Afrique et pour l'état de droit. Et aujourd'hui, Youssoufou a fait ces 2 mandats et c'est là où il y a eu des problèmes entre Youssoufou, parce que c'est un ami de longue date de M. Alpha Condé. Mais j'avoue qu'il ne se parle pas aujourd'hui parce que déjà, Youssoufou a dit non, c'est pas ça notre rôle. Et on s'est battu pour instaurer la démocratie et l'imitation de mandat. Je ne vois pas pourquoi vous, en tant que combattant de la liberté ou des valeurs, et vous venez aujourd'hui vraiment pour brader encore ou bien braver encore cette institution. Donc, la CEDEAO, je crois que a sa responsabilité de tout ce qui se passe dans la sous-région. Et pour cela, ils prennent ou ils désignent M. Boni Yayi pour venir parler entre les Guinéens. C'est vrai, son premier voyage, il ne nous a pas reçus. Et moi, j'ai dit que ouais, il était venu pour le tourisme. Parce que tu ne peux pas venir rencontrer la gente et le gouvernement et se retourner et laisser la classe politique. Parce que quand tu prends aujourd'hui la classe politique guinéenne, en matière d'élection, quand tu les mets ensemble aujourd'hui, nous faisons les 95% de la population. Je ne vois pas pourquoi tu peux venir résoudre une crise sans associer ces différentes classes politiques. Et donc, la CEDEAO a une responsabilité. Mais le fait que Yayi Boni est venu pour la 2e fois, il nous a rencontrés. Et le problème de la Guinée aussi, c'était l'occasion pour nous, la classe politique, d'être unis. Mais fort malheureusement, dans notre pays actuellement, il y a des formations politiques, des leaders politiques qui ont transformé leur formation politique en un mouvement de soutien à la gente. Parce que je vois très mal quelqu'un qui a créé le parti. Et on crée un parti pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais tu dis à les militaires, non, il faut rester. 3 ans même, c'est petit. Donc allez-y, allez-y. Non, il faut les traquer. Parce qu'ils ont été premiers ministres, ils ont été les anciens ministres, etc. etc. Donc, ça fait aujourd'hui que... Il y a une division dans la classe politique. Oui, mais non. Bon, pour moi, je ne parle pas de division, parce que les gens qui ont de la vision, les gens qui aiment ce peuple et qui veulent que le pays se retourne à l'ordre constitutionnel, et se sont mis ensemble. Aujourd'hui, il y a 4 grandes coalitions qui se sont mis ensemble, à savoir l'ANAD, dont je suis le vice-président, et qui est dirigé par M. Selouda Diallo. Il y a aussi la CORED, qui est dirigée par Elhaj Mamadou Silla. Il y a aussi le RPG Arc-en-Ciel et Alliés, l'ancien parti au pouvoir. Enfin, il y a aussi le FNDC politique qui est dirigé par l'ancien Premier ministre Sidi Touré. Donc, les 4 grandes coalitions aujourd'hui font les 95% de l'électorat guinéen. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas aller sans eux. Et Yayi Boni est venu, il a fait un communiqué, il a dit que, écoutez, bon, j'ai écouté les acteurs, parce que nous, il nous a accordé 3 heures. Mais les autres, on les a accordé 5 minutes. J'ai dit sur le plateau un jour, j'étais avec un acteur aussi qui a transformé sa formation pour le témoin. J'ai dit, mais écoutez, pour dire quelqu'un bonjour, bonsoir, je crois que tu peux le faire à 1 minute. Au moins, Yayi Boni vous a accordé beaucoup de temps. 5 minutes, pour moi, c'était trop. Parce que vous n'avez rien à dire. Vous dites que oui, tout ce que la gente fait, c'est bon. Non, il est sur le bon chemin. Mais attends, pourquoi on va vous accorder plusieurs temps? Que non, il passe dans les radios, dans la télé pour dire que non, on vous a accordé. Déjà, d'abord, on recuse la médiation de Yayi Boni. Alors, vous avez dit Yayi Boni vous a accordé 3 heures de temps. Est-ce que vous avez eu le sentiment de quelqu'un qui peut peser dans votre situation? Vous savez, c'est-à-dire la première rencontre. Je ne peux pas vraiment le juger pour dire que oui, est-ce qu'il peut... En tout cas, vraiment,
la rencontre était très cordiale. Et il a pris en compte parce que nous ne sommes pas venus en bras valant. J'avoue que les quad coordinations, nous avons fait un mémo. Et je dis, nous avons relaté les défaillances dans la gestion de la transition. Et nous l'avons remis. Et il a dit qu'il prend compte. Et aujourd'hui, il a instauré à la junte vraiment de mettre les Guinéens autour de la table pour régler le problème guinéen. Alors, Zana Sadio, ce que vous dites aujourd'hui au regard de l'évolution de la situation en Guinée, au regard de ce que vous entendez, j'ai eu tort d'avoir eu raison trop tôt, finalement. Non, en fait, moi, je n'étais pas naïf au début. Quand vous félicitez l'enfant qui vole un œuf, il ne faut pas venir crier quand il commence par voler un bœuf. Ceux qui se sont empressés de féliciter, bon, ça sera à leur dépens. Moi, je ne me suis pas laissé faire prendre à ce jeu malsain-là. Ceci dit, il faut quand même clarifier beaucoup de choses parce que quand bien même il est vrai que nous avons beaucoup d'attentes de la part de la CEDEAO, il faut reconnaître que la CEDEAO aussi a ses règles de fonctionnement. Peut-être qu'on peut qualifier de faiblesse. Car les tests de la CEDEAO n'empêchent pas un État de modifier le nombre de mandats auxquels est éligible un président de la République. La CEDEAO, en tout cas, ces tests aujourd'hui, ne lui permettent pas de contraire ou bien d'interdire à une Assemblée nationale de modifier sa constitution pour dire qu'un président peut faire 2-3 mandats. C'est l'une des faiblesses, ou bien qualifier-le comme tel. En tout cas, aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas les moyens juridiques pour peser sur les États dans ce sens-là. Le deuxième point, par contre, c'est que dans les tests fondateurs de la CEDEAO, parce que quand on parle d'institutions fortes, c'est que ces institutions-là agissent sur la base de leurs tests fondateurs. Et les tests fondateurs de la CEDEAO interdisent la cession par les armes, la cession au pouvoir par les armes. Donc ceci dit, naturellement, la CEDEAO est outillée juridiquement pour dire quand il se passe un coup d'État dans la communauté que non, ça ne respecte pas nos règles, ça ne doit pas se passer. Et la CEDEAO est légitime quand elle se tait s'il y a modification de constitution, parce que ces tests non plus ne lui interdisent pas. Donc voici une faiblesse. Donc n'attendant pas de la CEDEAO ce que ces tests ne prévoient pas encore pour le moment. Maintenant sur le second point, c'est vrai, il y a un exposé politique, je dis bien politique, de très haut niveau qui a été fait. Je partage partiellement ces avis, non pas parce qu'il y a des zones que je souhaiterais remettre en cause, mais j'aimerais aussi compléter par une autre perspective. Parce que lorsque vous êtes en face d'un problème et que vous essayez de le gérer, de trouver des approches de solutions et que ça capote, il faut essayer de voir ça aussi d'un autre point de vue. J'aimerais que les Guinéens essaient de prendre en compte le problème ethnique aussi dans leur pays. Parce que c'est non négligeable. Parce que vous avez 2 ethnies majeures dans le pays, les Malinké et les Peuls. Il y a Sékou Touré qui de son temps avait emprisonné M. Diallo Telli qui est mort en prison. Mais depuis ce temps-là, il y a eu des problèmes, des frictions ethniques entre les Malinké et les Peuls. Et lorsque vous voyez un peu à la tête des grandes formations politiques de ce pays, vous verrez qu'il y a cette bipolarisation. Et ça en dit l'homme, si vous voyez, excusez-moi d'utiliser cela, c'est-à-dire l'ethnie de provenance des 4 présidents qui ont gouverné, qui ont présidé la Guinée. Rien que des Malinké. Rien que des Malinké. Si vous me contredirez si je dis du n'importe quoi. Non, c'est une vérité. Donc moi j'aimerais parfois, il faut aussi voir comment on peut résoudre ce problème de fond. C'est-à-dire, il y a une ethnie qui naturellement se sent exclue de la gestion de la chose politique. Une ethnie importante. Et une ethnie pas des moindres. Peut-être vous avez les proportions, vous nous les direz. Donc, de fait, vous savez, on est en Afrique. Quand vous êtes élu au pouvoir, vous vous assurez de mettre à la tête des institutions de la République des gens que vous maîtrisez. Aujourd'hui en Afrique, on parle plus d'ethnie. Ça existe ailleurs dans d'autres pays, plus développés que nous, ou bien dit plus développés. Chez eux, c'est plus les lobbies, mais chez nous, c'est plus les ethnies. Donc moi, je crois que ce grand clivage qu'il y a en Guinée est la source de beaucoup de conflits. À part les problèmes politiques, mandats, gouvernance, je crois que la CEDEAO aussi peut innover en essayant de pacifier
de réconcilier la société guinéenne. Moi, je crois qu'en ce faisant, on pourrait aussi désamorcer beaucoup de problèmes. Parce qu'on aura beau résoudre des problèmes politiques. Quand le fond, de là où ça vient, la source du problème, on ne le touche pas, mais il y aura, excusez-moi, il y aura toujours une ethnie qui se sentira marginalisée. Même quand il y a bonne gouvernance, ils trouveront les arguments parfois légitimes ou illégitimes pour manifester. Yaounoukoulou, pour vous aujourd'hui, on a vu la situation. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour les militaires de se dire on doit revenir à de meilleurs sentiments, on doit associer l'opposition, la société civile pour redéfinir un meilleur calendrier? Monsieur Samuel, ce n'est pour rien que on en est arrivé et pour l'enracinement de la démocratie à ce principe qu'il ne faut pas céder au pouvoir par les armes. Voilà, la cession au pouvoir par les armes. Et tant que c'est illégal, c'est illégal. Les militaires, ils sont formés, ils ont une formation qui font qui les mettent dans un tout autre état d'esprit, dans un tout autre état d'esprit. Et c'est ce qui fait que mettre les militaires à la tête d'un pays, ça donne carrément, et surtout sur le continent africain, on a vu que, bon, à l'exception près, on me parlera du Rwanda, à l'exception près, mais aussi, même le Rwanda, il y a aussi des situations qui ne disent pas leur nom. Alors donc... Kagame, chef de guerre, hein? Oui, bon, donc, vous savez, je ne sais pas ce que les militaires... Bon, monsieur Samuel, il faut obligatoirement qu'on résolve cette situation de coup d'État sur le continent. Il faut qu'on en mette fin. Voilà. Il faut qu'on mette fin à cela parce que un militaire, psychologiquement, mentalement, il a toute une autre façon de fonctionner. Et ma foi, je crois que ce n'est pour rien. Lorsque même, tel qu'elle a dit mon frère Sana, les tests disent que non, la cession au pouvoir par les armes est illégale. Il faut s'assurer que cela soit ainsi. Et au même moment, si vous permettez, au même moment, la responsabilité incombe également aux civils que le peuple porte au pouvoir à définir un idéal commun. Un idéal de bonne gouvernance, un idéal d'acceptation mutuelle, un idéal du respect de la Constitution et de se priver de ces manœuvres-là comment dirais-je, prêtez-moi un peu le mot d'appétit illimité, etc. Oui, vorace, etc. et pour tripatuer les constitutions honteusement afin de se maintenir. Et tout ça, ça ne nous honore pas. Et moi, je ne sais pas quelle pitié le bon Dieu aurait de nous les Africains pour nous faire transcender cet état d'esprit-là, de comprendre que nous devons prendre de la hauteur. Mais quand même, ça vient un peu, parce que au même moment, à l'exception, je salue un peu aussi le président, l'ancien président nigérien, Mamadou Issifou, qui a dit non, je ne toucherai pas à l'autre constitution pour me garantir un nouveau mandat de trop. Non, il a dit non. Et je salue également des présidents béninois. Il y a Iboni qui sont venus, sont partis, Nicéphore Soglo sont venus, sont partis, etc. C'est sûr que M. Talon également, au bout de ses deuxième mandat, avec il ce qu'il partira. a écrit dans la Constitution, il va partir. Puisqu'il dit qu'il ne fait plus de 2 mandats dans sa vie. Alors, oui, mais il faut pas y croire totalement, hein, parce que le premier mandat, il avait dit qu'il allait faire un seul mandat. Non, ça se comprend. Il a promis, mais l'Assemblée nationale n'a pas. D'accord, moi, je voudrais, Diabati Dori, comprendre. Vous avez déjà rencontré le médiateur, Yaïboni, qui lui-même a rencontré déjà par 2 fois les militaires. Est-ce que, au regard de la situation après ces rencontres, est-ce que vous sentez une certaine ouverture de la part des militaires pour associer les forces vives? Bon, c'est vrai que Yahi Boni a rencontré les acteurs, y compris le gouvernement et la junte au pouvoir. C'est vrai qu'après le départ de Yahi Boni, vous savez, on était un peu dans l'affaire du Premier ministre, parce que le Premier ministre Biaogi
qui était déjà parti en Italie pour ses soins. Il a pris du temps et il y avait le ministre du Commerce à l'époque qui était intérimaire et donc qui a été aussi reconduit comme le Premier ministre. Oui. Et j'avoue qu'il y a de cela 2 semaines, le président de la transition a instruit ce nouveau Premier ministre d'aller vers les acteurs qui n'ont pris pas part au cadre de concertation. Vous savez, à l'époque, il y a eu la mise en place d'un cadre de concertation que nous, personnellement, nous n'avons pas pris part parce que le cadre n'était pas approprié, n'était pas sincère. Et deuxièmement aussi, il y avait, comment on appelle, le dialogue, ou pour dire national là, et donc, et tout ça là, nous n'avons pas pris part. Et vous avez vu le rapport de cela. Est-ce que vous ne faites pas aussi trop de politique politicienne? Non, mais écoutez, non, c'est pas de faire trop de politique politicienne, mais nous voulons que les choses se passent vraiment dans la règle de l'art. Et parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée a tant souffert. Et aujourd'hui, quand Mamadi est venu, tout le monde l'a applaudi. Parce qu'en passant que vraiment, le discours était tellement rassurant. Et parce que quand quelqu'un vous parle de rassemblement, vous parle de la justice, vous parle de la cohésion sociale, je crois que dès le départ, vous devez au moins l'accorder un minimum de confiance. Mais malheureusement, il a déçu après 1 an. Et donc, Yahya Boni, c'est vrai qu'il a rendu. Et le président, il a vu que vraiment, on ne peut pas gérer la transition avec l'arrogance, avec le mépris, avec le cœur. Mais fort malheureusement, il a autour de lui des conseillers aujourd'hui qui ne pensent pas à la souffrance de ce peuple, parce que déjà, eux, ils gagnent, parce qu'ils mangent bien. Mais le peuple, c'est son eux qui paye le frais. Et moi, quelque part, moi, je me dis aussi que ce peuple aussi est complice. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre les responsabilités, il faut dire niet. Et donc, il n'y a pas à faire d'ethnie, comme mon frère vient de le dire. C'est vrai que ça joue, franchement, dans la situation guinéenne aujourd'hui. Et il faut que l'Afrique s'en débarrasse de l'affaire ethnique. Sinon, on ne s'en sortira pas. Pour moi, aujourd'hui, laissez le peuple choisir ses dirigeants. Et c'est le peuple aussi qui doit le retirer, ce qu'il a donné comme le mandat. Et donc, le président de la transition a instruit son Premier ministre d'aller vers. Nous, on attend. Avant que... Il n'a pas encore... Bon, non, pour le moment, comme moi, j'ai quitté le pays, ça fait presque 10 jours, et donc, pour le moment, je ne sais pas, mais en tout cas, selon mes informations, parce qu'à travers les réseaux sociaux et mes responsables du parti qui sont dans le pays, s'il avait rencontré ou adressé un courrier à notre alliance, j'allais être informé. Mais en tout cas, nous, encore pour une fois, nous accordons aussi un crédit à la médiation de Yahya Boni, mais en tout cas, le tout repose sur la gente parce que ce sont eux qui gèrent le pays et ce sont eux qui doivent tendre la main à nous, les autres acteurs, pour qu'on se retrouve et qu'on parle de la transition du pays. Pendant ce temps, on parle de transition, on parle de durée de transition, on parle d'élection, de retour à l'ordre constitutionnel, mais moi j'ai envie de savoir, Zana Sadio, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement ce sont les aspirations profondes du peuple qui nous demandent qu'à mieux vivre dans un contexte de vie chère, que tout ça est un peu mis de côté aujourd'hui? Bon, en fait, il faut être très franc. Moi, je le dirai toujours, quand les politiciens commencent par politiser des problèmes éminemment sociaux, ça veut dire que le problème en soi va s'enliser. Ça, c'est une vérité à vérifier, et qui est vérifiable, et qui s'est vérifié d'ailleurs. À chaque fois que En fait, que veut le peuple? Quelqu'un dirait manger, boire. Mais le peuple, il veut juste vaquer à ses occupations librement. Ils veulent que leurs revenus soient des revenus décents, que leur salaire soit conséquent par rapport à l'effort fourni. Et peut-être avoir la liberté d'expression. Mais parfois, les politiciens, eux, quand bien même ces aspects sont satisfaits, eux-mêmes, ils ont des revendications qu'ils n'osent pas dire publiquement et qu'ils s'en vont marchander lors de ces négociations qu'on qualifie parfois entre acteurs politiques. Et c'est aussi cette hypocrisie. D'un côté, il y a les populations qui ont des besoins légitimes, qui ont des revendications légitimes, mais on instrumentalise ces revendications-là pour dire oh, nous. Et à partir de ce moment-là, il faut se demander quelle légitimité les partis politiques ont pour dire qu'ils parlent au nom de cette population. En fin de compte, lorsqu'il y a des crises dans le pays, ce n'est pas les populations qu'on associe, c'est les leaders de partis politiques. Parfois, bon, une chose est de refuser de participer
à un dialogue pour défaut de critères démocratiques, etc. Mais l'autre chose que moi je pourrais qualifier de hauteur d'esprit de patriotisme, est malgré votre absence, de donner peut-être un mémorandum de ce que vous pensez être la meilleure façon de conduire le pays. Voilà. Donc on se dit, bon, si moi je ne pas, bon, parce que moi on ne me satisfait pas ces exigences qui peuvent être, bon, on blanchit, je dis n'importe quoi, monsieur Seloun Dialé, à qui on a détruit un immeuble, on ne le poursuit pas pour des choses qu'il aurait fait quand il était à la tête de cette institution. Sinon, si on le poursuit, nous aussi, on boycotte. Ça, ce sont des négociations de couloir qui ne se font jamais dire. Mais en fait, ce sont des réalités. Les gens, ils négocient des choses pour dire, en fait, mais quels sont les critères qui ne sont pas respectés finalement? Moi, j'ai bien envie de savoir. C'est pour dire que il faut laisser parfois ces revendications qui sont de la politique politicienne pour penser plus aux populations. Moi, j'aurais aussi apprécié que le médiateur puisse rencontrer les populations, rencontrer les forces vives de la nation. Il l'a fait. On parle trop de partis politiques, on parle trop de jeunes, on parle trop de militaires. Il faut penser un peu aux populations aussi parfois. Est-ce que vous avez le sentiment que dans cette situation, vous prenez en otage le peuple guinéen? Non. Je vais rebondir un peu à ce qu'il a dit par rapport au mémorandum, et par rapport aussi à la négociation des couloirs, par rapport à déguerpissement de Cellou Dalein et de Sidya Touré, et surtout avec l'affaire aussi de Air Guinée. Oui. Je vais vous dire que ça, c'est des problèmes personnels entre Sidya et Dalein avec la junte. Et pour nous, nous n'avons... Ça n'a aucune réalité économique. Non, pardon. Non, c'est entre l'État guinéen. Non, c'est entre l'État guinéen et une personne, mais pas un groupe. C'est-à-dire pas une formation politique. Pour nous, aujourd'hui, quand Cellou Dalein était aux affaires, moi, je n'étais pas dans la politique. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et tout le monde est unanime. Aujourd'hui, personne n'a arrêté les activités de notre alliance parce que Cellou Dalein est persécuté par rapport à la justice. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une affaire personnelle de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Pour la deuxième des choses, vous parlez du mémorandum. Dès l'arrivée du colonel Doumbouya, il nous a reçus, c'était le 6 ou le 7, parce qu'il a fait le coup d'État le 5. Et c'était au palais du peuple. Et quand il nous a rencontré la classe politique, il a demandé que vraiment les formations politiques fassent des mémorandums pour la conduite de la transition et surtout la réussite de cette transition. Oui. Mais c'était tellement beau, c'était tellement joli à entendre. Mais nous l'avons fait. Nous, à l'époque, nous avons proposé 15 mois de transition. Mais nous avons détaillé les points essentiels. Les points essentiels, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous n'avez pas compris. Ils ont déroulé 10 points qu'ils doivent mettre en valeur avant de quitter au pouvoir. Mais quand quelqu'un parle de recensement général de la population et de l'habitat, mais est-ce que c'est son droit? Est-ce que c'est son devoir? Mais tu n'es pas légitime. Il y a des choses aujourd'hui, non, les infrastructures. On doit faire des écoles, on doit faire des hôpitaux. Mais attends, est-ce que tu as un mandat grand pour la Guinée? Mais oui, mais attends. C'est vrai qu'on a besoin de ces choses-là. Mais est-ce que c'est des institutions légales et légitimes qui doivent le faire? Non. Même la refondation dont il parle aujourd'hui. Mais c'est avec des institutions légales. Mais pas des institutions de transition que tu vas parler de la refondation. Mais les États-Unis et la France, ils sont toujours en refondation. Ça ne finit pas. On vit avec. Et donc, on a donné combien de mémorandums? Plus que 3 mémorandums. Mais à chaque fois qu'il y a des rencontres, on demande encore des mémorandums. Je me souviens encore le 27 juin, quand l'ancien Premier ministre nous a invités encore à l'hôtel Kaloum de la place. Et puis parce que la tension était tellement vive, et il a dit que vraiment, le pays a besoin de dialoguer. Il faut que les fils se retrouvent autour de la table. Nous avons accepté. Nous sommes venus. Mais encore, il nous dit encore, allez-y et préparez des mémos. J'ai dit, mais à côté, il ne faut pas se foutre de nous. Tout ça là, c'est de gagner en temps. Mais qu'il sache que, en matière d'une transition, au fur et à mesure que la transition dure, au fur et à mesure, ça crée des problèmes. Et la Guinée n'en a plus besoin aujourd'hui. D'accord, on va écouter rapidement Yaounoukoulou avant d'évoluer. Oui. Oui, monsieur Samuel, vous savez, nous ne nous voilons pas la face, hein, vous savez, en toute réalité. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une certaine confusion totale. Lorsque, dans un pays où les tests prévoient une transition,
C'est dans quel cas est-ce qu'une transition... Parce que ce que nous voyons, que ce soit en Guinée, au Mali, au Burkina, ça, c'est pas une transition, ça. Hein. Ça, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Ouais. Oui, c'est pas une transition, ça. Une vraie transition, c'est lorsque, par exemple, un dirigeant d'un pays décède et il fallait... comment dirais-je, gérer une situation jusqu'à ce que le peuple ait la possibilité de réélire, assurer la tête du pays jusqu'aux prochaines échéances. Ou lorsque un dirigeant démissionne de lui-même. Alors là, ça c'est des transitions logiques, légales, normales. Mais ce que nous voyons actuellement, non, c'est ce genre de transition, c'est-à-dire que c'est de la confusion. Comme pour dire que les coups d'État, tant que les coups d'État sont illégaux, parler de transition, c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi on verra toujours du mélange. Et ma foi, je crois que là-dedans également, nous sommes sur ce plateau ici, nous parlons français. Parce que la France est ce pays-là qui constitue notre métropole. Et là, cette France également qui fait du mélange. Cette France qui crée de la confusion. Parce que tantôt, vous condamnez des coups d'État dans un pays, mais vous n'en condamnez pas dans un autre. Et vous allez installer quelqu'un. Vous voyez, bon, cette France ici, pour qui nous sommes des marionnettes, mais au même moment, je dis encore que tout ça là, ça relève de nous. Parce que nous ne pouvons pas toujours crier que non, que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, et que même les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Mais au même moment, on se laisse tourner en rond, etc. Parce que, monsieur Samuel, moi, je vous dis que, au regard de ceci, ce n'est pas une question de tel porte le titre de colonel, de général, ou est à la tête de cette institution, ou est docteur. Nous cherchons toujours, nous les Africains. Nous cherchons toujours. On ne se retrouve pas. On n'a pas d'idéal, on navigue à vue, on se cherche toujours. Et ma foi, je crois que ça doit interpeller nos consciences, à savoir quel questionnement nous devons nous poser, comment nous redéfinir, et savoir quelle orientation nous devons prendre pour notre intérêt, pour notre valorisation, pour l'éclosion et le développement de nos pays. D'accord. Oui. Une question, parce qu'on a consacré toute la première partie de l'émission au cas de la Guinée. C'était intéressant de vous écouter. Vous l'avez dit que les militaires proposent 3 ans, donc 36 mois. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une durée consensuelle qui se dégage? Ou sinon, pour vous, quelle est la durée idéale de la transition, sachant que 1 an est déjà passé? Vous savez, au Niger, je me rappelle encore de la transition de... le président là, comment il s'appelle? Il y a un militaire, Salih Djibo. Salih Djibo a géré la transition même au 13 mois. Le colonel Zida. 13 mois. Il a géré la transition nigérienne 13 mois. Et je me souviens encore l'une de ses passages publics. Il a dit que la transition a besoin de 3 choses. La première, c'est d'assainir la finance publique, les finances publiques. La deuxième, c'est de rassembler le peuple. C'est l'occasion pour le président de la transition de rassembler le peuple et de dire que oui, l'affaire détenue là qu'on laisse à côté et que le peuple doit être uni. Et je pense bien, dans le discours du colonel Doumbouya, il a dit la même chose. La troisième des choses d'une transition, c'est d'organiser des élections transparentes et crédibles au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Voilà. Pas de construire les écoles. Non, attends. Il n'a pas un mandat. C'est pas un mandat. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand je prends des propos de Salih Djibo, je me dis qu'on n'a pas besoin, une transition n'a pas besoin de 2 ans, de 3 ans. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui en Guinée, quand vous êtes en Guinée, on a l'impression que, vous savez, le plus grand problème de nos États africains, c'est quoi? Celui qui était là, ce qu'il a posé comme acte, quand l'autre là vient, il enlève ça, il dit que lui, il n'a rien fait. Donc on recommence, il n'y a pas de continuité. Le seul pays aujourd'hui, ou 2 pays en Afrique de l'Ouest ici, vraiment, qui assurent la continuité, c'est le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. Parce que le Bénin aussi. Le Ghana aussi. Le Ghana aussi. Et donc, parce que Macky Sall, quand tu prends Macky Sall, quand il est venu, Watt disait que oui, durant ces 12 ans, qu'il n'a exécuté que 40% de son projet de société.
mais il a posé des actes. Macky a continué sur ça. Et aujourd'hui, il est en train de dérouler son propre agenda de son projet de société. Et donc, en Guinée, on fait croire aux Guinéens, au monde entier, que rien n'a été fait depuis l'indépendance. C'est comme la Guinée a eu son indépendance hier. Bon sang, bon Dieu, que tout a à refaire. Non, l'école, ce n'est pas possible. Vous avez vu l'échec de cette année. Oui. Ah oui, mais c'était catastrophique depuis l'indépendance. On a même vu un préfet coiffeur. Tout bon. C'est pour vous dire encore une fois que la réussite d'une transition, ça doit être consensuel. Nous avons besoin aujourd'hui de se retrouver autour de la table. Mais malheureusement, la gente qui est là, parce que ils n'ont qu'un seul allié, c'est quoi? C'est les armes. Mais oui, le peuple n'est plus avec eux. Même hier, il y a des partis politiques, il y a de la société civile qui les soutenaient. Mais ils ont vu l'allure là, ils ont dit, ceux-là, ils ont un agenda cassé. Mais malheureusement, il y a d'autres politiques aujourd'hui qui font des couloirs, qui font tout pour que la transition dure. Mais je vais interpeller mes frères guinéens, je vais interpeller le colonel Doumbouya. Que ça marche, que ça ne marche pas, vous êtes le seul responsable. Et la réussite, vous avez rentré dans l'histoire. Mais il faut faire de sorte que vous écrivez votre nom dans le livre d'or de la Guinée en sortant par la grande porte. Et pour sortir par la grande porte, c'est d'associer tout le monde. D'accord, c'est vrai, ils ont fait un an, oui, mais aujourd'hui, on peut se retrouver parce que les 36 mois, c'est inadmissible, on ne peut pas accepter. Parce que déjà, et aujourd'hui, quand il a parlé de la boussole, de la justice, mais la transition malienne est devenue la boussole de la transition guinéenne parce qu'on copie tout du Mali. Alors, vous l'avez alors dit, que c'est un mauvais exemple, le cas malien. Je dois rendre l'antenne, le temps pour nous de suivre le journal, mais vous m'avez passé une belle perche qui sera le prochain sujet au retour de la pause. Ce sera le cas du Mali. On se retrouve dans une dizaine de minutes.